Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va débriefer la première semaine du Giro, qui vient de se terminer donc ce dimanche, et on parlera de celle qui est à venir, en décortiquant un peu les étapes et en essayant d'imaginer les scénarios de course. Voilà, donc on va aller assez vite sur ce qui s'est passé cette semaine. Étape numéro 4, donc étape de mardi. Donc c'était cette étape avec ce col en plein milieu, un peu avant l'arrivée. Et je vous avais dit dans la preview que, quand même, ce col était assez important et l'étape était courte, donc je sentais bien, par exemple, la Decathlon CMA CGM faire un rythme assez élevé pour exclure du sprint final des Groenewegen et des Milan, etc. Bon, finalement, c'est la Movistar qui a fait un train d'enfer, qui est vraiment allé super fort en fait, hein. Ils ont vraiment fait sauter tout le monde, même du Tobias Lund Andresen, pardon. Et donc, ils ont fait ça pour Orlui Saolar qui devait s'imposer au sprint. C'était vraiment très bien fait. Il n'y a rien à dire. Ils ont roulé très 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 fort. On a même vu un Egan Bernal être en difficulté. Bref, c'était déjà très rapide. À noter que la difficulté de Bernal, c'était quand même un symptôme que ça allait pas très bien se passer pour la suite de la semaine. Et donc, on a ce sprint final où d'ailleurs Movistar manquait un peu de personnel. À un moment, on a cette attaque de Yann Christen et on se dit, il n'y a personne pour aller le chercher, Yann Christen. Sauf que là, tu as Sobrero qui vient rouler pour Ciccone et qui vient chercher Yann Christen. Finalement, c'est quand même un UAE qui va s'imposer, puisque Orlui Solar décide de lancer son sprint à 300 mètres de l'arrivée, alors que c'était un faux plat montant. Bon, bah, coiffé par Jonathan Narvaez assez facilement, qui vient chercher donc à ce moment-là la première victoire du UAE, qui était là en fait la première de la semaine. Alors ils en cherché trois. Et puis bah Movistar qui, pour une fois, avait fait une bonne tactique, mais là le final c'était terrible, hein. Orlui Solar, une grosse erreur sur le final. Et donc Narvaez qui s'impose devant Olar et puis Ciccone, et Ciccone qui fait troisième et vient chercher le maillot rose. Voilà. Quand même une belle étape. Moi, je trouve que c'était franchement intéressant à suivre. J'ai bien pris mon pied dans cette étape-là. Et d'ailleurs, il faut le dire, cette semaine du Giro était assez intéressante, même si maintenant le classement général est déjà un peu replié pour le maillot rose, comme si on s'y attendait. Euh, Ceci dit, on s'est pas ennuyé sur les étapes, et notamment le lendemain, étape numéro 5. Donc c'est l'étape qui arrivait sous la pluie et qui a été remporté par Igor Arrieta au terme d'une échappée folle à Potenza. Voilà, c'était ça, je cherchais le nom de la ville. C'était une étape compliquée, hein, on l'avait vu, les 3700 mètres de dénivelé positif, 200 km, on savait que ça allait être compliqué. Et comme si c'était pas suffisamment dur, on a eu la pluie qui est venue se mêler à la bataille et donc bah, échappée de costaud, euh, qui a bien bataillé. On s'est demandé longtemps qui allait chercher la victoire d'étape jusqu'à ce qu'un moment, Arrieta et Afonso Oulalio euh, s'extirpent du peloton et du peloton, pardon, de l'échappée, et était bien parti pour jouer la gagne à 2. Et donc, il y a eu cette descente avec la chute d'Arieta sur le mouillé. Arieta qui perd beaucoup de temps, on dit c'est foutu pour Arieta. Ensuite, Oulalio qui tombe lui à son tour aussi, alors qu'il avait 20 secondes d'avance sur Arieta. Il se fait reprendre, il repart, il se fait reprendre par Arieta. Là, ils sont plus que deux. Il y a le final un peu compliqué qu'on avait décortiqué à Potenza, là, qui arrive. Et dans la descente, bah, Arrieta est sur des pneus probablement mal gonflés par rapport au temps pluvieux et il n'est pas capable de tourner dans un virage. Il va faire un tour droit dans la rue balise et il perd 10 secondes là-dessus. On se dit, bon, bah là, à 2 km de l'arrivée, c'est gagné pour Oulalio. Sauf qu'en fait, l'étape était tellement dure, il était tellement à bout que le final en faux plat montant, pardon, a été finalement cruel et a donc sacré Arrieta qui est revenu sur Oulalio. Il faut dire que moi j'aime pas trop l'équipe UAE de base, on va pas se mentir, je suis désolé. Mais là, le final était tellement fou que j'étais content que l'Arieta allait chercher cette victoire d'étape. Donc voilà, Arieta qui s'impose devant Oulalio, Oulalio qui vient chercher le maillot rose parce que le peloton était à 7 minutes. En fait, on s'est dit, est-ce que Ciccone sera capable de conserver le maillot rose? Et la réponse était très probable non, non. Parce qu'en fait, Ciccone pouvait pas aller dans l'échappée parce qu'il était trop dangereux au classement général. Et dans son équipe, Ciccone, la moitié des gars font plus de 80 kilos parce que c'est le train de Jonathan Milan. Donc à un moment, Milan, Tim Tuntenberg, Walscheid, etc. Là, ça peut pas rouler pendant 200 km sur une étape où il y a 3700 de D+. Et donc, bah, finalement, ouais, Ciccone a dû laisser son maillot. Et c'est Oulalio qui l'a pris et qui, pour l'instant, ne l'a toujours pas lâché. Donc, étape de folie. Vraiment très, très, très cool à suivre. L'étape de Potenza, voilà, c'était un vrai banger, comme on dit. Étape suivante, étape numéro 6, qui était donc l'étape qui arrivait à Naples.
On avait parlé de ce final dans Naples avec le faux plat montant, les pavés, le virage à épingle à 400 mètres de l'arrivée. On avait trouvé ça très intéressant sur le papier. Euh, Très intéressant au contraire du reste de l'étape où il s'est vraiment rien passé pour cette étape qui arrive à Naples. Et c'était très long jusqu'à les 5 derniers kilomètres où là c'était vraiment le grand n'importe quoi de toutes les équipes qui essaient de placer leurs sprinters. Et bah, il y a eu de la petite pluie juste avant l'arrivée des coureurs. Donc, comme le disait Jackie Durand sur Eurosport, si c'était un peu plus manié pendant l'étape, c'était vraiment un train de sénateur, il serait arrivé avant la pluie. Bon, bah là, ils sont arrivés, c'était mouillé sur des pavés à Naples. Donc, bon, je fais pas le dessin, c'était très dur de pas tomber. Train Unibet qui était exceptionnel et train Unibet qui est tombé dans le dernier virage, malheureusement. Avec Groenewegen, comme pas mal, je pense que quasiment tous les sprinters sont allés au sol. Il y a juste Paul Magnier qui est pas tombé, mais Paul Magnier, il a été arrêté parce il avait son vélo coincé dans celui du Unibet qui était par terre. Je sais pas si c'était Groenewegen ou alors son lanceur. Bref, il y a que deux coureurs qui se sont pas retrouvés par terre dans ce virage-là. C'était Ballerini et Stuyven. Ils se sont fait un sprint à deux et finalement c'est Ballerini qui vient chercher la victoire devant Stuyven. Magnier qui était très très fort ce jour-là, hein. Franchement super impressionnant, qui remonte tout le monde pour aller chercher la troisième place. Et donc une victoire un peu inattendue pour la XDS Astana avec Ballerini. Donc déjà deuxième victoire de la Astana après l'étape pardon, remportée par Guillermo Thomas Silva. Et donc c'était déjà un tour d'Italie réussi pour l'équipe XDS Astana en deux victoires d'étape, le maillot rose. C'était quand même assez fou. Étape numéro 7, étape du Blocos. On l'attendait cette étape-là, on savait que c'était la première grosse étape de montagne. Étape de 244 km, c'était complètement dantesque. Et comme si c'était pas suffisant, dans le Blocos, il y avait un vent de travers qui a provoqué quasiment des bordures dans le Blocos alors que c'était des pentes à 8 ou 9%. C'était assez fou et on s'attendait à une victoire de Vingegaard, à une attaque de Vingegaard. C'est bien ce qui s'est passé. Vingegaard a attaqué. Pellizzari a suivi un temps avec Gall pas très loin. Mais Pellizzari s'est brûlé les ailes à essayer de suivre Vingegaard, alors que Félix Gall, lui, a joué la patience et est monté à son rythme et finit qu'à 13 secondes de Vingegaard sur cette étape-là. Franchement, très très impressionnant Félix Gall sur cette étape-ci. On peut se demander est-ce que c'était plutôt Gall qui était fort ou Vingegaard qui était pas très en forme. Quand on regarde les temps d'ascension, ils ont explosé les records, même si bon, c'est toujours un peu délicat de comparer plusieurs étapes sur une ascension. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais là, je pense qu'on peut regarder. On voit qu'il y a un Jane Lay qui est troisième à une minute, avec Pellizzari, O'Connor derrière. Donc, il y a vraiment que Gall qui était en dessous de la minute derrière Vingegaard. Donc, je pense que Vingegaard a quand même bien roulé, hein, même s'il est peut-être pas à son top non plus. Félix Gall a fait une très très belle performance. Et les autres derrière, bon, bah, Pellizzari s'est brûlé les ailes. Il finit derrière Jane Lay. Donc, ça, c'est important parce que Jane Lay, on savait qu'il allait être a priori lieutenant, voire co-leader. Et là, il finit devant Pellizzari sur cette étape-là, donc petit avantage psychologique pris sur cette étape-là. Et sinon, pour les autres coureurs du classement général, bah, on a Ben O'Connor qui fait cinquième, dans le temps de Giulio Pellizzari. Ça, c'est quand même une super nouvelle. Moi, je l'attendais pas du tout, Ben O'Connor. Je sais pas si j'en ai parlé dans la prévue pour les favoris, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau-là, Ben O'Connor. Donc, il a vraiment régalé sur ce blocos. Mathis Rondel qui finit sixième à 1,29, ça c'était la grosse surprise. Super performance du Français. Franchement, on se demandait s'il était capable de viser un top 10, hem, parce qu'il monte en puissance, hein, depuis, une année ou 2. Il avait fait des beaux résultats sur des courses d'une semaine. On se disait: «Est-ce que c'est possible de tenir sur un grand tour?» Finalement, Mathis Rondel a très bien tenu sur ce blocos et il a cherché la sixième place, ce qui était super. Et derrière, on avait le duo Ciccone, Derek J. Derek J lâchait très tôt, mais Derek J, lui, il a jamais rien. Il se met à son rythme et il vient chercher une huitième place devant des mecs comme Storer, devant Thymen Arensman. Il y a Niert, Chris Harper qui ont fait plutôt une bonne montée. Et puis, bah, il y a un coureur qui a perdu énormément de temps, c'était Egan Bernal. On s'attendait à ce qu'il soit un peu en difficulté. Moi, de mon côté, franchement, j'y croyais pas trop à Egan Bernal. Là, c'était vraiment la confirmation. Il perd 3 minutes sur Vingegaard sur cette étape-là, donc ça signe déjà le glas des ambitions au classement général d'Egan Bernal. Et à noter, Afonso Oulalio, qui vient chercher une belle 15e place sur cette étape-là. Étape de très haute montagne, on savait qu'il allait perdre du temps, on se disait qu'il allait conserver le maillot rose. Finalement, il perd que 3 minutes. C'était vraiment une belle perf de la part du Portugais qui a régalé pendant toute cette semaine-là. Donc voilà pour l'étape du Blocos. Et à noter que Oulalio, s'il a été héroïque pardon, comme ça, c'était notamment grâce à l'aide de Caruso. Il a bien protégé. On a vu que vraiment il y avait une importance
très forte des coéquipiers dans cette étape-là, avec ce vent qui était de travers et qui a fait des gros ravages. Donc l'étape du blocos, avec déjà un classement général dominé par Vingegaard, mais Félix Gall pas si loin. Une première hiérarchie entre Jane Lay et Pellizzari, et puis aussi quand même certains coureurs qui se révèlent un petit peu alors que d'autres craquent, comme Egan Bernal, malheureusement. Étape numéro 8, étape qui arrivait donc à Fermo, et on ne savait pas trop si c'était scénario favori ou échappé, et on s'est longtemps posé la question. Finalement, les favoris finissent pas très loin hein, des échappés, à seulement 1,51, donc c'était pas très loin. Ça a bataillé pendant 100 km sur le plat, là, dans le vent, c'était terrible. On a notamment eu pendant 50 km Ghana et puis Bettiol qui était à l'avant tout seul, qui arrivait pas à être rejoint par d'autres. Et finalement, bon bah on a un trio qui sort avec Jonathan Narvaez et puis Mikkel Bjerg pour la UAE, qui ont fait un duo fantastique, et puis Andreas Leknesund qui a pas rechigné à donner des relais. Finalement, bon bah Leknesund s'est fait avoir, mais je pense que sur le papier il était moins fort que Narvaez. Donc il fait quand même une belle étape en finissant deuxième. Et surtout, énorme travail de Mikkel Bjerg, qui a été immense pour protéger Jonathan Narvaez, qui va chercher là sa deuxième victoire d'étape sur ce Giro, et surtout la troisième de la UAE. UAE qui a plus que 5 coureurs, qui en avait 4 dans l'échappée et dans le contre cette étape-là. Donc ils vont clairement jouer toutes les victoires d'étape sur les étapes pour échapper un peu difficiles. Et donc bah voilà, déjà 3 sur 8 à ce moment-là, donc très impressionnant. Et derrière, en fait, il y avait trop de mésententes hein, dans le groupe qui était en chasse derrière le trio Leknesund, Bjerg et Narvaez. On était, je sais plus, 30, 40, avec beaucoup de coéquipiers de différentes équipes. Il y avait trop de mésententes et ça montre finalement que on peut dire ce qu'on veut, un gros groupe, c'est toujours un peu compliqué. Rien de mieux qu'être à 3 ou 4, surtout si on a deux coureurs de la même équipe pour que ça s'entende super bien. Et c'est toujours plus efficace qu'un groupe de 40 où tout le monde s'épie un peu. Et finalement, derrière, bah, il y a Oulalio qui a attaqué à un moment là. C'était assez impressionnant. Il a vraiment du panache, ce jeune Portugais. Et puis, Jane Lay remporte le sprint du peloton, juste devant Vingegaard. Et puis, derrière, on a un groupe avec Bernal ou Lalio. Et Bernal a bien tenu sur cette étape-là parce que c'était pas très compliqué. Mais je pense que vraiment, c'est ça le symptôme de Bernal, c'est qu'il est plus capable de durer sur des montées qui sont un peu longues. Et là, c'était court, donc il a gardé son punch, mais sur la durée, c'est trop compliqué. Ça me fait un peu penser, dans une moindre mesure, à ce que Julien Alaphilippe fait maintenant, finalement. C'est-à-dire être capable d'être là quand c'est punchy, mais pas très long. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de durée dans l'effort, là, ça devient compliqué. Et donc, voilà, sprint des favoris qui est remporté par Hindley, mais globalement, tout le monde reste à peu près dans le même temps au classement général. Et l'étape numéro 9, donc qui s'est achevée ce dimanche, on savait pas trop quoi en penser non plus. L'étape de Corno à l'escalée, avec ce final qui était un peu particulier, cette montée progressive qui arrivait très dure. On se disait quand même, scénario plutôt pour les favoris, plutôt pour Jonas Vingegaard. Et ça a longtemps été indécis, et finalement, ceux qui ont eu le fin mot sur cette étape-là, ça a été la Décathlon. Parce que une échappée était partie, ils ont voulu la garder à proximité. On a Ciccone qui est ressorti un moment de manière assez héroïque pour aller rejoindre l'échappée. Je sais pas comment il a comblé ce trou, c'était assez impressionnant. Mais bon, l'échappée a été condamnée par la Décathlon CMA-CGM, qui avait confiance en Félix Gall. Et il faut dire que Félix Gall était très fort sur le blocos. Et bah, Félix Gall n'a pas déçu, hein, parce qu'il fait deuxième de cette étape, derrière Vingegaard, qui était à peu près intouchable, on va pas se mentir. Et il finit à 12 secondes. Donc il perd 13 secondes sur le blocos, 12 secondes sur cette étape-là, bah franchement, il reprend du temps à tout le monde. C'est plutôt une bonne opération pour la Décathlon CMA-CGM, hein, on va pas se mentir. Une très très bonne opération, notamment parce qu'il y a une défaillance du côté de Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari sur cette étape-là, il finit à 1,28, donc il perd presque 1 minute 20, 25 sur Félix Gall, plus d'une minute 30 sur Jonas Vingegaard. Donc finalement, l'audace de la Décathlon CMA-CGM a été récompensée. Moi, j'étais vraiment pas serein quand je les ai vus rouler tout du long. Il manquait d'équipiers, là, c'était un peu bizarre. On s'est dit finalement, ils vont pas être capables d'aller jouer la victoire. Et en plus, est-ce que Félix Gall est vraiment capable d'assumer sur cette montée-là? Finalement, avec l'aide de la Visma Lease the Bike et de Vingegaard, bah, ils sont allés chercher les échappés, puisque Giulio Ciccone, qui était le dernier résistant de l'échappée, finit 11e à 57 secondes. Donc c'était quand même pas très loin hein, pour l'échappée. Ça s'est pas joué à grand-chose. Et donc voilà, finalement, c'est plutôt une étape gagnante pour Félix Gall qui vient chercher du temps à tout le monde.
Sur cette étape-là, Piganzoli et Arensman qui sont pas très loin, et Oulalio qui vient chercher la cinquième place. Bah, en fait, je m'y attendais un peu, parce que je me suis dit, vu le profil, euh, c'est pas très long en termes de montée pure de grimpeur. Donc je pense que Oulalio peut un peu jouer là-dessus. Surtout qu'il avait l'air un peu porté par son maillot rose. Et là, il a vraiment fait une performance exceptionnelle. Cinquième. On l'a vu longtemps traîner derrière. On s'est dit, ouh là là, il est pas bien. Comme Pellizzari finalement, sauf que lui, il bluffait. Oulalio, alors que Pellizzari bluffait pas. Et Oulalio vient chercher la cinquième place à 41 secondes et sauve encore son maillot rose. Derek G qui fait 6, Mathis Rondel 7. Encore une fois, très régulier Mathis Rondel qui finit avec Derek G et Sepkus et qui finit devant des mecs comme Jay Hindley, Storer, Scaroni et bien évidemment Bernal, O'Connor, etc. Et Pellizzari. Donc bah voilà, encore une victoire pour Vingegaard qui vient chercher sa deuxième victoire d'étape euh, sur ce grand tour-là, qui vient asseoir un peu plus sa domination au classement général. Finalement, mathématiquement, il a que 35 secondes d'avance sur Félix Gall, mais on sait qu'il y a le chrono qui arrive la semaine d'après. On en parlera juste après. Ça commence, c'est un beau matelas pour Vingegaard, surtout que derrière Félix Gall, il n'y a plus personne. Jane Lay, il est quatrième, et il a 1,33 de retard sur Félix Gall. Donc ce qui veut dire qu'il a plus de 2 minutes de retard sur Jonas Vingegaard. Il y a déjà un gouffre qui s'est créé alors qu'on n'a pas eu encore de véritable étape de montagne. Bon, le blocos c'était la montagne, mais c'était pas un enchaînement col. Donc voilà. Bilan de cette semaine. Bah, si on regarde les classements, au classement général, donc on a Oulalio qui est toujours en rose, avec 2,24 d'avance sur Vingegaard, 2,59 sur Félix Gall, 4,32 sur Jane Lay, donc il a encore 4 minutes 30 d'avance sur le podium, Oulalio, au bout d'une semaine. Alors certes, on n'a pas eu de véritable étape de montagne. Moi, j'attends de voir l'étape de Pila, notamment pour voir ce que donne Oulalio. Mais ça commence à être un candidat très sérieux pour aller chercher un bon résultat au classement général. On en reparlera juste après. Moi, je pense qu'il peut faire un top 10. C'est peut-être, j'aurais probablement mis dans le titre, est-ce qu'il peut chercher un podium pour être un peu provocateur. Là, il est peut-être encore un peu trop tôt parce que quand on parlera des étapes à venir, on a beaucoup d'incertitudes sur Oulalio, sur son chrono, sur l'enchaînement des étapes de montagne. Donc là, ça fait que 10 jours de course, hein, on va se calmer. Pour l'instant, il y a un classement. Moi, je pense qu'il a encore beaucoup, beaucoup de chances de changer ce classement d'ici l'arrivée finale. Il y a une troisième semaine qui est terrible avec énormément d'étapes de montagne. Il y a ce chrono de 42 km sur du plat. Donc là, il y a déjà des écarts importants au classement général. On va pas se mentir. Et pourtant, on a eu qu'un blocos. Et puis, cette étape à Corno à la Scalée, finalement, en fait, on a vu bah, même pas un cinquième des difficultés de ce Giro et on a déjà des écarts importants. Moi, je pense que la troisième semaine, ça sera une autre course. Donc, on n'est pas loin de voir des choses être chamboulées. Et notamment Oulalio. Oulalio, pour l'instant, il tient très bien. Euh, Si on me dit qu'il fait top 5 à la fin de ce Giro, je serais peut-être pas si impressionné parce qu'il faut dire que la start list est vraiment faible sur ce Giro. Et là, pour l'instant, il est très bon, il a beaucoup d'avance surtout, hein. Dans le top 5, il a 5 minutes d'avance sur Timena Arensman. Dans le top 5, il y a un mec comme Scaroni qui va exploser à un moment. Donc franchement, c'est une belle avance confortable, vu ce qu'il a montré pour l'instant. Mais tout peut changer en troisième semaine, même déjà dès la deuxième semaine. Donc je pense que Oulalio, ça peut sauter. Vingegaard très clairement favori pour la première place, on va pas se mentir. Puis derrière, bah, Gall, Hindley, Arensman commencent un peu à se positionner pour aller chercher un podium. Mathis Rondel, qui est vraiment pas mauvais, pour l'instant septième au classement général, euh, sachant qu'il a que 5 minutes de retard sur Oulalio, que 18 secondes de retard sur Scaroni. Il y a peut-être un top 5 à aller chercher. Derrière, il y a un O'Connor qui est pas trop mal, Pellizzari. Moi, je l'enterre pas encore, Pellizzari. Michael Storer qui arrive derrière. Et ensuite, bon, c'est un peu plus loin du Markel Veloki, ça va sauter. Il y a Niert, Piganzoli. Je pense que ça va sauter. Par contre, Derek G 14e. Moi, je pense que Derek G va faire top 5. On pourra en reparler après, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer hein, sur ce classement général provisoire. Là, on a fait que 10 jours de course. Il peut se passer énormément de choses. Et si je dois donner mon avis, Oulalio top 10, je pense top 5, ce sera un peu difficile à aller chercher. Vingegaard premier très facilement. On va avoir une belle bataille entre Felix Guy, Jane Lay euh, et je dirais Pellizzari pour aller chercher la deuxième place. Pellizzari, je l'enterre pas encore parce que certes, il a la malédiction du Tour des Alpes. Là, il a une journée pas bien aujourd'hui là sur le Corno à l'escalier, l'étape 9. Il reste encore beaucoup de routes et il a quand même un passif, un background euh, très à son avantage quand même.
pour un grand tour, donc on verra ce que ça va donner. Et Mathis Rondel, septième. Pour l'instant, il a 19 secondes d'avance au classement général sur Storer, donc rien n'est joué pour le leadership hein, dans cette équipe-là. Mais franchement, très encourageant ce qu'il fait pour l'instant. Ben O'Connor, je sais pas quoi en penser, parce que sur le block-house, il est exceptionnel. Là, sur l'étape qui arrive à Cornwall Calais, il perd beaucoup de temps. Il est vraiment très loin, 18e de l'étape, à 1,12, ça fait beaucoup. Mais je me dis que peut-être que sur les vraies étapes de montagne, il sera capable de reprendre du temps. Donc bon, ça pour dire la conclusion de ce classement-là, tout peut bouger. Et Oulalio peut très bien aller chercher un top 5, comme ne pas réussir à accrocher le top 10, même si je pense que vu la faiblesse du top 10, c'est possible. Pellizzari, il faut pas l'enterrer pour la course à la deuxième place. Et je pense que Jane Lay, Félix Gall et Arensman, non peut-être pas Arensman, ça sera surtout Gall, Hindley et Pellizzari, je pense qu'ils vont jouer la deuxième place. Et puis pour un top 5, moi je dis n'enterrons pas Derek G. Je pense vraiment que c'est un coureur qui peut revenir sur le long terme. Et bah, un top 10 pour Mathis Rondel, pourquoi pas? Franchement, j'y crois de plus en plus. Au niveau du classement des points, le maillot Cyclamen, et bah Paul Magnier a beaucoup d'avance, puisqu'il a 130 points, et son premier poursuivant, c'est Jonathan Narvaez. Alors, le problème, c'est que Narvaez, il va encore en gagner des étapes, hein, c'est possible. Mais je pense qu'en termes de classement, c'est pas un objectif pour lui, je suis pas sûr qu'il joue vraiment le Cyclamen. Donc voilà, Milan 76. Donc Milan, il a déjà 54 points de retard sur Paul Magnier. Et surtout, je pense que c'est le seul à le jouer, parce que derrière, on a Ballerini à 70, il va pas le jouer. Parodi à 48. Tobias Lund Andresen 42. Très clairement, je pense que Paul Magnier est très très bien parti. Et en fait, à moins que Narvaez se dise je vais jouer le classement, je vois pas comment il pourrait être mis en difficulté. En fait, Milan, il a trop peu d'étapes où il peut aller chercher un bon résultat final. On en parlera cette semaine, mais je pense qu'il n'y a que à Milan que Milan va pouvoir jouer son sprint sans mauvais jeu de mots. Et ensuite, il y aura à Rome. Mais les autres, je pense pas qu'ils puissent jouer la victoire. Donc il va falloir beaucoup batailler sur les sprints intermédiaires. Je pense qu'ils seront importants pour ce classement du cyclamen. Parce qu'à mon avis, le vainqueur du classement cyclamen, il n'aura pas beaucoup de points cette année. Donc les sprints intermédiaires, ils ont vraiment une importance assez capitale. Mais Paul Magnier, quand même, très très grand favori maintenant pour le cyclamen. Le maillot de la montagne, bah, il est déjà joué malheureusement. Vingegaard à 111 points. Pardon, il y a Diego Pablo Sevilla qui a pas pris de points sur les 3 dernières étapes, qui est complètement cramé et qui est pas un grimpeur. Ensuite, on a Félix Gall, 48 points, mais Félix Gall, le problème, c'est qu'il pourra jamais prendre plus de points que Vingegaard à la régulière, parce qu'ils seront toujours ensemble, que Vingegaard ne lâchera pas à Félix Gall et que Félix Gall est moins fort en montagne. Et puis derrière, bah, Rubio 22 points, Arrieta 18, euh, même Ciccone ne veut pas faire le classement par points, le classement de la montagne, pardon. Il a pas essayé de le jouer là sur l'étape où il était en échappée. Il a laissé les points aux autres. Donc franchement, personne ne veut jouer ce classement de la montagne, à part Diego Pablo Sevilla. Je pense que Vingegaard, en allant chercher deux trois victoires au sommet, où les points sont doublés, il va écraser ce classement, et malheureusement, je pense que personne ne va le jouer, et c'est bien triste. Et classement du meilleur jeune, bah là c'est super serré, parce que pour moi il y a allez, 4 coureurs qui peuvent le jouer. Bah déjà le grand favori, c'était Oulalio, hein. Non, je rigole. Pour moi c'est Pellizzari toujours le favori, mais Oulalio a 5 minutes 15 d'avance sur Pellizzari. Donc on verra comment ça va se comporter pour le classement général. Rondel, pour l'instant, est un peu devant Giulio Pellizzari. Je pense que globalement, Mathis Rondel est un peu moins fort que Giulio Pellizzari, donc je le place un peu en dessous. Et puis, ce qu'il faudrait pas garder dans la danse, Davide Piganzoli, qui est que à 6-11 de Oulalio, donc c'est-à-dire à moins d'une minute de Giulio Pellizzari. Et est-ce que lui, finalement, il va pas jouer un classement général? Je pense plutôt que non, mais on va se méfier. On gardera quand même un œil sur Piganzoli parce que là, sur la dernière étape, bah, il est fait troisième, tout simplement. Donc c'est le troisième meilleur grimpeur sur cette étape-là. Sur l'étape du Blocos, il roule tout du long. Donc bon, bah, difficile de faire un bon résultat quand on roule tout du long et qu'on prend du vent dans la face comme il l'a fait. Et peut-être que Davide Piganzoli, il faut pas l'écarter du classement général. Donc ça sera vraiment aussi un nouveau fil rouge à suivre pendant ce Giro d'Italia. Qu'est-ce que va faire Piganzoli? Est-ce qu'il va aller chercher un top 10? Comment est-ce qu'il aura la possibilité de jouer sa carte? On verra, ça sera la Visma qui va en décider. Et c'est pas impossible parce que là, il a le petit boost Visma depuis qu'il arrive chez Visma, Piganzoli. Il est très fort. Donc on va pas l'écarter Davide Piganzoli. Bon,
Voilà pour, voilà pour le débrief de la première semaine. Finalement, c'était un peu plus long que prévu. Je vous propose qu'on passe à la semaine à venir et vous allez voir, elle est aussi intéressante que celle qui vient de se passer. Première étape, mardi, le contre-la-montre de 42 bornes tout plat, heu, après la journée de repos. Ça se fait assez tôt dans le Giro malgré tout, même si on a une première semaine qui était difficile, parce qu'on a eu des étapes qui se sont courues très vite, parce qu'on a eu des conditions météo qui étaient mauvaises. Les organismes sont déjà un peu, fatigués, mais ils sont pas totalement cuits. Là, ça sera après la journée de repos, donc je pense que c'est pas encore un vrai chrono de fin de grand tour qui se joue à la fraîcheur. Là, il y aura quand même les vraies qualités prépondérantes en chrono qui vont jouer. Et pour ça, bah, il y a un seul grand favori, c'est Philippe Ogana, très clairement. C'est tout plat, ça fait 42 bornes. Je pense qu'il va rouler sur la concurrence. Derrière, on a tout un petit groupe, je dirais d'outsiders. Et je vais commencer par citer un nom qu'on n'attend pas forcément, c'est Niklas Larsen, des Unibet Rose Rocket. Je pense qu'il peut aller chercher un bon nom, un bon résultat, peut-être un top 10 sur cette étape-là. Nelson Oliveira de la UAE, même si de la UAE, pardon, il est chez Movistar. Même si bon, Oliveira, il se fait un peu vieux, 37 ans je crois, donc pas sûr de le compter. Rémi Cavagna va peut-être enfin aller chercher le premier top 10 de la groupe FDJ United sur ce Giro, mais bon. Euh, Cavagna, je sais que sur les chronos un peu longs, parfois il dégoupille un peu, donc on verra s'il est capable de le faire. Michael Bjerg, alors est-ce qu'il va jouer à fond ou pas, mais Michael Bjerg, ça peut être un bon coureur à surveiller. Matheus Robrero, il est très fort depuis ce Giro, donc à surveiller aussi. Johan Price Petersen, bon là, c'est peut-être un peu un pic un peu niche, mais voilà, je le sors quand même. Alex Segart, de, de la formation Bahreïn, on l'a pas beaucoup vu sur ce Giro, mais vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année, c'est un coureur qu'il faut prendre en compte sur cette étape-là. Même, pourquoi pas, un Max Van Scheid du côté de la Lidl Trek à surveiller. Lorenzo Milesi du côté de la, de la Movistar, il roule très très fort depuis ce début de Giro. Donc s'il est encore en forme, il faudra compter sur lui sur ce chrono-là. Et puis un coureur peut-être surprise, c'est Victor Campenaerts. On sait que Victor Campenaerts, dans ses jeunes années, c'était un monstre du chrono. Là, il a un peu changé de profil pour être équipier chez la Visma, mais bah, c'est un monstre, hein, tout simplement. Là, il est très très fort sur ce Giro. Il marche vraiment bien, donc s'il fait le chrono à fond, il est capable d'aller chercher un très bon résultat, je pense, Campenaerts. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer chez les favoris? Et là, c'est vraiment la grande incertitude, hein, parce que 42 kilomètres, c'est très très long. Après, c'est que du plat. Vingegaard, il a déjà fait des super perfs sur des chronos, mais c'est des chronos un peu vallonnés. Là, c'est du grand plat. Et franchement, c'est la grosse incertitude. Moi, je pense que Vingegaard, c'est quand même le meilleur de tous les favoris sur ce chrono. Mais je pense qu'il y a deux coureurs qui seront pas très loin de lui, malgré tout. Ça sera Thymen Arensman et Derek G. Je pense que ils vont peut-être être à 30 secondes, grand max 1 minute de Vingegaard, ces deux coureurs-là. Et peut-être même qu'il y en a un qui sera devant. Donc franchement, ces trois-là, ça va être les grands, grands vainqueurs de ce chrono. Derrière, à un autre échelon, il y a du Jay Hindley, du Giulio Pellizzari, du Ben O'Connor, qui ont déjà sorti des bonnes perfs sur des chronos. Je pense que eux, c'est ceux qui peuvent un peu limiter la casse aussi. Donc je les vois peut-être à moins d'1 minute 30 du premier favori. Ils sont capables dans un grand jour de faire un bon chrono. Même si encore une fois, 42 km, c'est énorme. Ça sera très intéressant de voir comment ça va être entre Hindley et Pellizzari. On l'a dit pour l'instant, là, sur les étapes de montagne, même si je pense que le leader préféré par la formation au début, c'était plutôt un Giulio Pellizzari. Là, maintenant, au classement général, à l'heure où je vous parle, Pellizzari, il a 45 secondes de retard sur Jay Hindley. Donc bon, après ce chrono-là, les écarts peuvent changer. Pellizzari peut reprendre du temps Hindley, ça serait bien. S'il en perd, ça va commencer à être un peu compliqué au classement général. Je pense qu'on attendra la fin de la deuxième semaine pour choisir un vrai leader du côté de la Red Bull Bora, mais ça peut être déjà un peu décisif dans la bataille interne entre Hindley et Pellizzari pour être leader sur ce classement général. Même si je pense qu'ils s'entendent plutôt bien, j'ai pas trop de doute là-dessus, ça peut quand même être un élément déterminant. Et ensuite, il y a ceux sur lesquels on n'a aucune certitude, ou alors on a de la certitude qu'ils sont nuls en chrono, et eux, ils vont perdre beaucoup de temps. Je pense à Félix Gall. Félix Gall, vraiment mauvais en chrono, il est pas du tout héros. Lui, il va très bien quand ça monte. Sur du plat, c'est compliqué. Donc Félix Gall, il peut prendre un tir, très clairement. Même s'il est en bonne forme, donc ça va un peu l'aider.
J'ai très peur qu'il prenne un tir énorme, Félix Gall. Et sachant que c'est le seul qui est pas trop loin de Vingegaard au classement général, je pense que tout le monde sera à plus de 2 minutes de Vingegaard au classement général, parce que c'est déjà le cas pour l'instant, à part Félix Gall. Donc personne va reprendre vraiment beaucoup de temps à Vingegaard sur ce chrono. Donc Félix Gall, il va bien prendre une 30 dans la tête par Vingegaard sur ce chrono-là, donc tout le monde sera à plus de 2 minutes de Vingegaard après ce chrono-ci. Mathis Rondel, bah lui c'est l'inconnu, hein, parce qu'il est très jeune, il a pas vraiment fait de chrono dans sa carrière. Je pense qu'il grimpe pas, il roule pas très bien. Il a dit en interview qu'il n'était pas super confiant. Je pense qu'il va prendre un tir. On verra dans quelle proportion ça sera. Pareil pour Storer. Storer, il est pas aérien depuis le début de ce Giro et c'est pas un très bon coureur contre la montre. Donc on verra comment ça va se passer. J'ai parlé de la hiérarchie entre Hindley et Pellizzari. Après ce chrono, il faudra aussi voir où en sont Rondel et Storer pour voir qui est devant l'autre. Et puis bah il y a Afonso Oulalio, hein, bien évidemment. Oulalio, j'ai regardé ses performances sur un chrono récent. C'est horrible. Il est super nul. Après, il y a quand même un truc, c'est que Afonso Oulalio, il a jamais fait de chrono à fond, je pense. Donc finalement, on connaît pas son niveau. Là, en fait, j'ai regardé, si vous voulez, sur le type de course. J'ai regardé ce qu'il avait fait en contre-la-montre, sur du contre-la-montre plat sur ces dernières années. Il y a eu le Tour de l'UAE, là, cette année, où il fait 122e du chrono. L'an dernier, au Giro, il y a eu deux chronos, il fait 92e et 150e. Et avant, il y a Tirreno Adriatico où il fait 161e. Donc c'est vraiment terrible en termes de chrono Oulalio. Mais je pense qu'il les a jamais fait à fond. Là, il va être obligé de le faire à fond. En plus, il est en super forme. Et en plus, il aura le maillot rose qui va le porter. Donc, bah, peut-être qu'il sera pas si nul que ça finalement. Donc voilà. La grosse incertitude pour Oulalio, il y a 2,24 entre Vingegaard et Oulalio. Moi, je pense que Vingegaard reprend le rose ce soir-là. Mais on verra. On n'est pas loin d'un exploit de Oulalio. Et peut-être que Oulalio sera encore en rose après cette étape-là. Moi, je pense que c'est du 60-40. 60% de chance que Vingegaard soit en rose et 40% que ce soit Oulalio. Mais ça sera un petit élément à suivre qui sera intéressant pendant ce chrono de mardi. Donc ne loupez pas le chrono de mardi qui sera vraiment très cool. Étape numéro 11, on enchaîne. Donc ça sera l'étape de mercredi. Étape entre Pocari et Chiavari. Et là, on est sur une étape compliquée. 195 km et presque 3000 mètres de dénivelé positif. Un début d'étape un petit peu tranquille, et ensuite les difficultés qui vont s'enchaîner plutôt dans le final. Je pense que c'est très clairement une étape pour les échappés, on va pas se mentir. Et donc l'échappée va partir au bout de 1 heure et demie de course ou deux, parce que sur le début de l'étape, il n'y a pas de difficulté. Donc ça sera très difficile de sortir. S'il y a un petit faux plat là, au bout de 30 km, il y a un faux plat montant, peut-être que ça peut sortir à ce moment-là. Sinon, il y a le sprint intermédiaire au bout de 70 km. Sachant qu'on a parlé de l'importance des sprints intermédiaires, je pense qu'un Milan ou un Magnier vont essayer de se glisser dans l'échappée, ou alors vont contrôler la course pour se faire le sprint intermédiaire. Et ensuite, il y a la vraie première difficulté à 80 bornes de l'arrivée qui va permettre de faire une sélection, mais je suis pas certain que l'échappée soit sortie avant ces 80 premiers kilomètres. Donc, grosse, grosse bataille pour aller chercher l'échappée. Ensuite, la deuxième partie d'étape, elle est vraiment compliquée. Ça arrête pas de monter et descendre. C'est pas des cols forcément très difficiles, mais ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et donc, bah, à un moment, il va falloir avoir un peu les cannes. Et je pense que c'est plutôt des profils punchers grimpeurs quand même, hein, qui vont pouvoir s'illustrer sur cette étape-là. On va pas se mentir. En termes de profil, on a une étape un col pardon, de deuxième catégorie qui fait 10 km, là, qui est situé à peu près aux deux tiers de la course. Mais ensuite, je pense que ça se jouera plus tard. Dans la montée, le troisième catégorie qui est à 40 bornes, 35 bornes de l'arrivée, pardon, même pas 30 bornes. La Colla dei Scioli, je pense que là, ça va faire mal. C'est 6 km à 6%, mais les deux derniers kilomètres sont à 9% de moyenne. Donc là, ça va pouvoir sortir. Ensuite, on redescend et on va chercher le Red Bull kilomètre, qui est très difficile aussi. C'est une ascension un peu dure aussi. Presque 5 km à plus de 6% de moyenne. On redescend, un petit répétition, et ensuite on arrive vraiment à Chiavari. Et ça va jouer sur du plat, le final. En tout cas, les 3 derniers kilomètres sont plats. Donc franchement, moi, c'est un profil qui me hype pas mal. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle bataille dans l'échappée. Du côté des favoris, on devrait rester relativement calme sur cette étape-là.
Mais je pense que c'est clairement un puncher grimpeur qui ira chercher la victoire. Et là, franchement, on commence à les connaître un peu, hein, les coureurs qu'on verra dans l'échappée. Bah, Ciccone va très clairement essayer d'être dans l'échappée, c'est sûr et certain. Et évidemment, ça sera un coureur dangereux, mais il aura une pancarte énorme. Bah, Scaroni. Scaroni, bien évidemment, ce genre de coureur. Même Guillermo Thomas Silva. Ulissi, c'est des coureurs de la Astana. On va avoir des Astana dans toutes les étapes un peu compliquées, c'est certain. Tout comme on aura des UAE. Et là, je pense que c'est plus un profil pour Arieta et Kristen. Peut-être qu'un Narvaez peut passer en vrai. Donc, étape forcément intéressante. Lennart Van Edvelt aussi, même s'il a pas perdu beaucoup de temps au classement général pour l'instant, peut-être qu'après le chrono, il aura pris un tir, mais c'est une étape qui peut lui convenir. Markel Bellocchi aussi pour l'AIF. Markel Bellocchi, très jeune, qui fait un super classement général pour l'instant. Lorenzo Milesi, bien évidemment, on l'a vu déjà marcher très bien du côté de la Movistar, il peut aller chercher cette étape-là. Du côté de la Soudal Quick-Step, j'ai noté Garofoli et Raccani Noviero, qui sont plutôt offensifs aussi depuis le début de ce Giro. Je les vois bien attaquer sur ce profil-là. Wout Poels peut-être. Et puis sinon, du côté de la Uno X, Johannes Kulset, Martin Chiota ou Andreas Leknesund, c'est des profils qui peuvent aussi à peu près attaquer, mais je pense que très clairement, ça va se jouer dans l'échappée cette étape-là. Pourquoi pas même voir un Bernal dans l'échappée? Est-ce qu'il est pris assez de temps en classement général? Pour l'instant, Bernal, je le disais, euh, il est 15e à 6,49 de Oulalio. Peut-être pas encore assez loin en général, on verra après le chrono pour aller chercher des échappées. Mais voilà, c'est le genre de profil qui peut briller sur cette étape-là. Étape 12, elle est encore intéressante. Étape qui arrive à Novi Ligure, 175 km, quelques difficultés au milieu. Et là, on se demande qui va passer sur ces profils-là. Et ça devrait être un sprint, mais je pense que Groenewegen ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des montées au milieu de l'étape. Avant le sprint intermédiaire, on a une montée qui est dure. Ensuite, on a le Collegiano Giovo, pardon, 11 km à 4%. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus une montagne, mais pour un sprinter comme Groenewegen, ça peut commencer déjà à être compliqué. Un autre troisième catégorie, puis ensuite on redescend. Et puis il y a ces petites montées là, juste avant l'arrivée. Le sprint bonus, le Red Bull kilomètre, ça monte un peu. Ensuite on redescend. Ensuite on a un petit mur là, 600 mètres à 7% de moyenne, à moins de 10 km de l'arrivée. Ça peut faire mal, ça peut empêcher certains sprinters d'être bien placés. Donc moi je me dis que peut-être Groenewegen va sauter. Milan, ça dépend. Franchement, ça dépend du scénario de la course. Parce que s'il y a des équipes qui ont envie de rouler, il y a moyen de faire une sélection. Si tout le monde est en mode, bon, allez, cette fois-ci, on l'a fait tranquille, peut-être même que Milan peut passer. Je pense que Groenewegen, c'est cuit, mais Milan peut peut-être passer. Mais en fait, on n'est pas à l'abri d'avoir une Movistar qui fait un tempo de fou et que Magné saute, que Lund Andressen saute, etc. Mais je pense que ça dépend vraiment du scénario qui sera choisi par les équipes. Lund Andressen, pardon, est peut-être quand même favori sur cette étape-là, parce qu'on n'est pas trop certain que les autres y seront. Donc on verra si la Décathlon veut jouer, mais là le problème c'est que Félix Gall est très bien placé au classement général, et je suis pas certain qu'on mobilise beaucoup de force pour Tobias Lund Andressen. Après, on n'est pas à l'abri que la Movistar roule à fond pour Orly Solar. Et donc dans ce cas-là, on a des coureurs qui passent très bien les bosses, qu'il faudra surveiller. Orly Solar, Corbin Strong, Ben Turner, Florian Stork, Guillermo Thomas Silva. Et puis ensuite, il y a toute une catégorie de sprinters qui peuvent passer si c'est pas trop dur, du Madis Michels, Paul Magnier bien évidemment, Lucas Koubis, Davide Ballerini. Ensuite, on a les gros qui passent les ponts d'autoroute, donc Nathan Milan, Ethan Vernon, Pascal Ackermann, Casper Van Uden, Erlen Blikra, pardon. Puis ensuite, il y a Groenewegen qui, lui, vraiment, pour être là dans ce sprint, il faut vraiment que personne ne roule pendant toute l'étape. Donc on verra, parce que je suis pas non plus à l'abri qu'il y ait des échappées sur cette étape-là. Et les échappées, il faudra malgré tout aller les chercher, donc ça veut dire qu'il faudra potentiellement rouler vite dans l'école, et donc ça peut participer aussi à lâcher des plus gros sprinters. Donc normalement sprint, normalement sprint avec la majorité des sprinters, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait certains qui sautent par la fenêtre, et ça dépendra vraiment du scénario choisi par les équipes. Encore une fois, on le répète, il y a des parcours, mais ensuite c'est les coureurs qui font la course. Étape numéro 13, étape qui arrive à Verbania, pardon, et étape intéressante aussi. Dans zone finale, parce que le début, ça va être très long. Il y a 160 km tout plat où il va rien se passer. Et ensuite,
on a un quatrième catégorie, mais surtout un troisième catégorie dont le sommet est situé à 13 kilomètres de l'arrivée. Et ce troisième catégorie, il va faire mal, puisque c'est 5 kilomètres à 7% de moyenne, et les deux derniers kilomètres sont à presque 10% de moyenne. Donc, bah, je pense que tous les sprinters vont péter. Cette fois-ci, là, très clairement, à 13 kilomètres du sommet, on a une descente, et on a un petit peu de plat à l'arrivée, mais peut-être les 4-5 derniers kilomètres. Je suis pas sûr que les équipes de sprinters elles aient le temps de s'organiser, de revenir sur les gars qui sont partis devant. Et donc, je pense que là, la très grande majorité des sprinters va péter dans ce troisième catégorie. Je rappelle, 5 kilomètres à 7%, et les deux derniers kilomètres sont à 10% de moyenne. C'est quand même très dur. Donc moi, je pense que des punchers vont attaquer. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils seront repris par les équipes de Orlwy Solar, de Corbin Strong, de Ben Turner, de Florian Stork ou de Guillermo Tomasieva. De toute façon, on parle toujours des mêmes coureurs, hein, très clairement. Mais qui va contrôler cette étape-là, franchement? Est-ce que les équipes de punchers vont essayer de contrôler? Je pense que les équipes de sprinters ont compris dès le début que c'est foutu. Les équipes de punchers, bah, les meilleurs punchers, c'est les UAE. Et il n'y a pas grand monde qui est capable de se frotter aux UAE, sauf que les UAE, ils sont 5, ils peuvent pas contrôler une échappée. Bah, peut-être qu'en fait, finalement, c'est une échappée qui va au bout. Donc, quand on y repense un peu à ce profil-là, bah, je trouve qu'il est très bien dessiné. Et moi, je suis très curieux de voir qui va contrôler. Est-ce que Vingegaard sera en rose, peut-être? Ou alors, ce sera Oulalio, mais il aura tellement d'avance sur les gars derrière que il pourra laisser partir une échappée sans trop de problème. Et ensuite, bah, franchement, qui pour contrôler cette étape-là? Je sais pas. Les sprinters passeront certainement pas, donc on verra. Si jamais c'est un puncher, bah là, il y a des coureurs qui sont assez marqués au classement général, qui connaît Lennart Van Eetvelt. Tout ça, c'est des gars qui sont plus au classement général, qui vont être punchers très forts dans cette bosse-là. Bien évidemment, Yann Christel, Jonathan Narvaez, Scaroni, Ulissi du côté de la Astana, à moins qu'on joue la carte Guillermo Thomas Silva et qu'on reste groupé. Même Bernal. C'est peut-être l'étape où Bernal va chercher la victoire, hein, finalement. Donc même les autres favoris, franchement, Vingegaard, est-ce qu'il peut pas attaquer dans cette étape-là, là? Bon, vous allez me dire, le lendemain, il y a l'étape de Pila, donc on va peut-être pas trop se dépenser sur celle-ci. Mais voilà, franchement, étape de Verbania, très intéressante à suivre. J'attends de voir. Étape 14, étape de Pila. Bon, bah là, c'est la vraie étape de montagne qui arrive enfin. Ça sera samedi, pardon. Donc, en fait, quasiment tous les jours, c'est intéressant. Mais là, samedi, il faut être devant la télé, c'est sûr et certain. Étape de Pila, étape de 133 km. 133 km, c'est vraiment court. Et on a 4200 mètres de dénivelé positif. Donc là, on a vraiment un enchaînement de montagnes. Et c'est une vraie étape de pure montagne. euh, la première de ce Giro. Et elle va donner beaucoup d'enseignements sur le classement général. On regarde rapidement le profil. On commence déjà avec une première catégorie, 16 bandes de montée à 6% pour commencer à se mettre en jambes. Ça va pas faire de différence pour pour le classement général. Par contre, une échappée de grimpeur va sortir. À ce moment-là, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a un peu de vallée, un troisième catégorie dont on s'en fout un peu. Et ensuite, on est presque déjà à mi-étape. Et là, enchaînement, première catégorie, deuxième catégorie, un col qui s'appelle l'Ain Noir, parce que je crois qu'on est en Suisse déjà à ce moment-là. Et là, ça va faire mal. L'Ain Noir, c'est dur. C'est 7 kilomètres à 8% de moyenne. Sauf qu'après, il y a un col de deuxième 4 qui enchaîne directement après sans descente, qui lui est moins dur, à 7% de moyenne. Il fait 5 kilomètres. Et ensuite, on a une longue descente pour un petit faux plat, un petit bout de vallée là, sur du faux plat descendant, qui va faire 10 bornes, où là, c'est difficile de conserver de l'avance si on est seul en tête. Et 16 montées puis finale, vers Pila, qui fait 16 kilomètres à 7% de moyenne. Finalement, c'est pas si dur, hein. Alors, bien évidemment, je dis ça avec des guillemets énormes, mais c'est que 7% de moyenne. C'est très régulier. Donc, bah, franchement, je pense qu'on du côté des favoris, on s'attaquera pas avant la montée finale. Et je suis pas sûr qu'elle fasse de très gros écarts cette étape-là. Je pense qu'il y a des coureurs qui peuvent péter et prendre un énorme tir. Je pense à du Oulalio, à du Scaroni, à du Mathis Rondel, par exemple, des coureurs dont on n'a pas beaucoup de certitude. Mais pour les autres, les gars qui sont un peu comment dire? Des baroudeurs du classement général, non, c'est pas le terme que je cherche, mais des gars qui ont bourlingué, qui ont fait plusieurs grands tours, bah, je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose et qu'il y ait pas de grosses défaillances. Et peut-être que les écarts seront pas si importants. On verra. Mais en tout cas, je pense que là, Oulalio, énorme test, cette étape-là. Après l'étape de Pila, on saura s'il est capable de jouer un bon classement général ou pas, je pense. Très clairement.
Et donc, bah là, est-ce que ça sera l'échappée ou les favoris qui vont se jouer la victoire? Bah, j'en sais rien. Peut-être une échappée de grimpeurs, parce que là, ça sera des vrais grimpeurs avec ce premier 4 dès le début. Je suis Ça dépend aussi en fait de si Visma ou Red Bull, voire Decathlon veulent jouer la victoire d'étape. S'ils veulent la conserver pour eux, bon bah ils vont rouler tout du long et notamment si la Visma ou la Red Bull veulent aller jouer, Red Bull on a vu, Decathlon pardon, on a vu qu'ils avaient pas le personnel suffisant pour rouler tout du long. Là, si Vingegaard veut l'étape et qu'il met à rouler toute l'équipe Visma, bon, bah ça sera compliqué pour l'échapper d'aller chercher la victoire. Et c'est peut-être aussi, si on veut jouer le maillot bleu, c'est peut-être l'étape ou jamais. Parce qu'il y a 2 premières catégories, un deuxième catégorie qui vont être pour les échappés. L'ascension finale, si jamais le peloton on décide de la laisser, il y a une première catégorie avec des points doublés au sommet à aller chercher. C'est peut-être le dernier espoir pour qu'on ait une bataille au maillot bleu. Franchement, j'y crois pas trop quand je le dis. Mais voilà, c'est le dernier espoir. Et franchement, je pense pas qu'on ait une grande manœuvre qui se lance de très loin. À mon avis, ça se jouera dans Pila. Et donc, on verra si c'est les classements général, si c'est les coureurs du classement général ou les échappés, pardon, euh, qui vont aller chercher la victoire. Je pense que cette étape-là, elle va être franchement positive pour des gars comme Félix Gall, Jane Leben O'Connor, qui ont l'habitude d'enchaîner les grands tours, de faire les grosses étapes de montagne. Gall, il y a des descentes, c'est vrai, mais elles sont pas vraiment à des positions stratégiques. Donc je suis pas sûr qu'on fasse souffrir Gall sur la descente, même si en vrai on devrait, hein, si on est un adversaire de Félix Gall, c'est peut-être là le moment où il faut le mettre en difficulté. En troisième semaine, il y a quelques étapes où il y a des descentes. Je pense notamment à l'étape dans les Dolomites, où là il faudra peut-être aller le chercher, le Félix Gall, le repousser un peu dans ses retranchements, parce qu'il est très fort quand ça monte. Mais je pense que là, les vrais grimpeurs, ils vont pouvoir faire souffrir des gars comme Oulalio. Et je pense que Derek G aussi, il est capable de faire un bon résultat. L'ascension finale, c'est 7%, c'est très régulier. C'est vraiment une ascension qui lui convient bien. Et je pense que le classement général, il va changer ce jour-là. Et je pense que Derek G va faire une remontada. C'est un vrai test aussi pour Giulio Pellizzari, hein, finalement, parce que c'est la première vraie étape de montagne. Là, on l'a vu défaillir sur l'étape numéro 9, alors qu'il était plutôt bon sur l'étape du Blocos, où c'est juste qu'il s'est brûlé les ailes en suivant Vingegaard. Ça sera un vrai test. Et sinon, pour l'échappée, évidemment, il y a un coureur qui a une immense pancarte, c'est Giulio Ciccone. Mais je pense que ça dépendra aussi des classements, des écarts au classement général. Et peut-être qu'à ce moment-là, Bernal sera déjà très loin et aura un peu de la latitude pour aller dans l'échappée. Sinon, je pense qu'on aura des mecs comme Igor Arita, Chris Harper, je pense qu'il sera déjà un peu loin à ce moment-là. Pareil pour Harold Martin Lopez, Wout Poels, Ainer Rubio, tous ces coureurs-là, je pense qu'ils seront un peu trop loin en général, on n'ira pas les chercher s'ils vont échapper. Donc c'est peut-être leur moment à ces grimpeurs-là d'aller chercher un bon classement général et d'aller chercher pardon une bonne victoire d'étape alors qu'ils sont plus dans la lutte pour le classement général. On verra si les grosses équipes envoient des pions à l'avant, si la Red Bull envoie un Sobrero, un Vlasov, j'en sais rien à l'avant, même si Vlasov il est vraiment fantomatique depuis le début de ce tour. On verra si la Visma décide d'envoyer à l'avant un Sepkus, un Piganzoli, ce genre de gars, voire un Campenarts. Donc scénario intéressant quand même, cette étape de Pilar. Et au soir de cette étape-là, on aura quand même des réponses à beaucoup de questions, notamment celles qu'on se pose sur Giulio Pellizzari, sur Afonso Oulalio ou encore sur Mathis Rondel. Et enfin, le lendemain, étape du dimanche, c'est l'immense sieste puisqu'on va de Voghera à Milan pour une étape archi plate où il se passera jamais rien. Et on aura un énorme sprint final avec toutes les grosses cuisses. Pour une fois, c'est peut-être le seul vrai sprint de la semaine. On verra, on se disait peut-être sur l'étape 12 qui arrive à Novi Ligure, on peut avoir un sprint, mais c'est pas certain. Sur l'étape 13, j'y crois pas du tout. Donc étape 12 ou étape 16, étape 15, pardon, c'est les seules étapes où on peut avoir un sprint sur cette semaine. L'étape 15, c'est sûr et certain. Là, il n'y a aucune difficulté, donc Groenewegen, machin, etc. Tous ceux que vous voulez, ils seront là. Il y aura quand même un petit état de fraîcheur bien entamé chez les sprinters, je pense. On va pas se mentir, notamment avec l'étape de Pila la veille qui sera très compliquée pour eux, qui sera courte, donc il y aura des délais assez serrés, il faudra se donner pour aller chercher les délais. Mais là, très clairement, il n'y a aucune difficulté. On passe en circuit dans le final à Milan. Je crois qu'on fait 2 ou 3 tours, un truc comme ça. Et on est sur des immenses avenues. Franchement, aucun problème. Ce sera peut-être un peu nerveux, mais tous les sprinters seront bien au rendez-vous.
On verra, hein, parce que pour les sprinters, il aura déjà fallu survivre à la semaine d'avant, qui ne sera pas forcément facile tous les jours. Et je pense que là, à ce moment-là, c'est le vrai sprint, enfin, où Milan et Groenewegen vont pouvoir sprinter pour la gagne. Et donc, ça sera les deux grands favoris, avec Paul Magnier en arbitre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je mettrai des Lund Andresen, Ethan Vernon, Mathis Mikkels qui fait un beau Giro pour l'instant, Casper Van Huden, Pascal Ackermann et Matteo Malucelli. Mais là, c'est un vrai sprint de grosse cuisse, très clairement à Milan. Et c'est dommage que ça soit le dimanche parce que, enfin, c'est cool parce qu'il y aura beaucoup de public à Milan, mais bon, c'est la seule étape de sieste vraiment de ce Giro, et c'est placé un dimanche pendant qu'on bosse pas. Donc c'est un peu dommage, voilà. C'était tout pour cette deuxième semaine du Giro d'Italia. Donc finalement, quand même pas mal d'étapes qui sont intéressantes et deux étapes cruciales pour le général. Le chrono, bien évidemment, l'étape qui va arriver à Pila. Et je pense que au soir de la deuxième semaine, on aura déjà beaucoup d'informations sur le classement général de ce Giro d'Italia. Et je pense qu'il peut pas mal changer par rapport à ce qu'on a actuellement après la première semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur certaines étapes. Et je vous dis à bientôt. Salut!